Voilà, nous sommes en direct avec Bernard Squarcini. Je suis ravi de vous retrouver sur LCI. Vous avez appris grâce à cette chaîne d'information qui est la vôtre qu'une opération était en cours à Grigny. Est-ce que vous avez le sentiment, Bernard Squarcini, bonjour. Bonjour. Puisque tout le monde sait que vous avez été le patron de la DCRI, qui actuellement est en train d'identifier une sorte de réseau de soutien, justement. Oui, je crois que l'exploitation, dans le cadre de la procédure judiciaire, après la neutralisation des deux groupes qui ont commis la tuerie, permet, à partir de la téléphonie, des ordinateurs, des documents, des perquisitions, de rebondir sur d'autres cibles, à purger, comme on dit, immédiatement. Donc il y a une base arrière clairement définie. Il y a non seulement le jeune homme qui est en Bulgarie, il y a aussi la compagne de Koulibaly, et puis des gens peut-être dans la banlieue parisienne qui ont apporté les voitures, les armes. Tout à fait possible, c'est ce qu'on appelle la logistique, et les premières séries d'interpellations ont permis de casser la logistique de fuite, d'hébergement, ce qui a entraîné un isolement immédiat des intéressés. Est-ce que vous considérez ce matin qu'il va falloir être très prudent dans le lien qu'on pourrait établir entre ce qui s'est passé il y a quelques jours en France, tragique, et ce qui s'est passé en Belgique? Alors, la Belgique est une terre de continuité pour la France, et donc nous travaillons depuis de nombreuses années en liaison avec la Sûreté d'État belge et puis tous les services de sécurité belges, que ce soit sur l'extrême gauche, rappelez-vous, Action Directe, les cellules communistes combattants, sur l'extrême droite, les tueurs fous du Brabant, mais également, et depuis très longtemps, sur l'islam radical. J'en veux pour preuve le démantèlement, dans le cadre d'une équipe commune d'enquête d'une filière relevant de la veuve de l'assassin de Massoud, où nous avons pu retrouver Mouez Garsalaoui. Malheureusement, il nous a échappé, on l'a retrouvé en Afghanistan, et c'est lui qui nous formait tous les commandos opérationnels qui partent en Europe, commettent des attentats. Bernard Squarcini, les questions sont tellement nombreuses, mais on va tenter d'en aborder quelques-unes. D'abord, si je prends un peu de recul, c'est l'avantage d'avoir un petit peu d'expérience, vous et plus modestement comme moi, on se souvient qu'en 95, les types posaient des bombes, mais ils tentaient de s'épargner eux. Aujourd'hui, quand on a vu justement ou entendu les conversations des frères Kouachi ou de Koulibaly chez nos confrères de BFM TV, etc., on avait l'impression que le fait d'avoir rendez-vous avec la mort dans l'après-midi, ça ne leur posait pas de problème. Ça complique beaucoup les travaux. Vous avez entièrement raison, mais on trouve également au Nigeria des gamines de 10 ans qui sont kamikazes. Donc il va falloir, je dirais, réfléchir sur l'évolution du modus operandi. En 95, c'est simplement un émir. On est au moment du groupe islamique armé, le deuxième tour de l'élection législative en Algérie qui risque de donner le pouvoir au fils, donc est interrompu, et ça donne une série d'anciens Afghans qui viennent en France. Mais également un émir qui vient actionner 3 cellules dormantes qui sont sur le territoire national. Mais là, on fait du salafisme, on exporte le terrorisme islamique, mais on ne cible que des intérêts bien précis. Là, aujourd'hui, on est pour répandre la terreur, on est pour la création d'un califat mondial, voire une guerre, je dirais, religieuse au niveau international. Vous avez tout à fait raison. Mais alors, les 1000 dont on parle pour la France, c'est-à-dire les 1000 personnes qui seraient censées justement être des frères Kouachi en puissance, est-ce que ce chiffre vous paraît raisonnable et est-ce qu'ils sont au même degré, je vais employer un mot atroce, mais de motivation ou de projet? Si vous voulez, nous avons affaire à, d'une part, des gens qui partent, qui viennent s'endoctriner idéologiquement en Afghanistan, aujourd'hui en Syrie. Certains y font souche, certains y trouvent la mort, certains y font le djihad et d'autres y reviennent. Aujourd'hui, on passe d'une quarantaine par an à 1200 familles y compris. Parmi ces 1200, vous avez compris qu'on en a 4 ou 5% qui risquent de nous poser problème au retour si on arrive à les détecter. Ils sont surveillés? Parce que c'est la question. On va y arriver. Mais un service de renseignement intérieur ne peut surveiller que sur le territoire national. Il faut donc se reposer sur l'action du service extérieur, qui nous donne tous les éléments, interception de données téléphoniques, interception de mails, la coopération et les services étrangers. Les Britanniques et les Américains sont très bien placés sur ces zones. Et à partir de tout ça, nous pouvons, si nous avons un retour sur ces gens-là, examiner la dangerosité sur la capacité à passer à l'acte lors du retour. Nous ne sommes pas sur un millier. Nous pensons que en prédisposition au passage à l'acte, je dirais, nous avons à peu près entre 50 et 100 personnes capables. Mais vous vous souvenez que pendant l'affaire Mera, on avait dit finalement les services que vous dirigiez à l'époque, ils les avaient un peu laissés, je ne dis pas tomber. Pour les frères Kouachi ou pour Koulibaly, finalement, les témoignages qui nous reviennent ces derniers temps, c'est ils ont été tranquilles, on les surveillait, mais... Monsieur Durand, nous sommes en phase judiciaire ou en phase renseignement. Dans la phase judiciaire, si nous avons des éléments,
très riche en procédures, que nous pouvons également recueillir sur des zones de djihad, puisque maintenant, enfin, c'est devenu une infraction. Nous pouvons meubler et neutraliser les gens au retour, meubler notre procédure. Sur l'aspect renseignement, nous ne pouvons pas sonder les consciences de gens qui ont déjà connu les bonnes pratiques de la prison. Ils vont éviter de commettre les mêmes erreurs qui ont permis leur neutralisation et ils vont passer sous les écrans radars. Donc le but est de faire une analyse très fine et de savoir si vraiment ces gens-là roulent dans la farine ou s'ils ont l'intention à un moment, lorsqu'il n'y aura plus de surveillance par voie de conséquence, pour passer à l'acte. Est-ce que vous considérez que, justement, au moment où vous étiez aux affaires, vous avez été soutenu par la gauche, que c'est un des... Alors, c'est pas, je dis pas un procès que mène actuellement l'UMP, parce qu'évidemment, dans cette phase d'union nationale, tout le monde est extrêmement prudent. Mais au fond, on a entendu plusieurs personnes dire, à l'époque où on était aux affaires, la gauche nous a moins soutenus que d'une certaine manière, nous soutenons la gauche aujourd'hui. Je crois que, malheureusement, l'affaire Mera a été politisée, elle est tombée en pleine période électorale. Ça a été un drame. Nous n'avons pas tiré... immédiatement les conséquences techniques et juridiques qu'ont demandé les services, car bien sûr, nous avons examiné, nous étions les premiers à essuyer un type de modus operandi comme celui-ci, c'est-à-dire un aller-retour 15 jours en Afghanistan, où on est formé pour revenir frapper en France. Même les Américains n'ont jamais vu ça. Habituellement, c'est 2 années. Donc nous avons été largement critiqués et ça a été largement politisé. Aujourd'hui, il est temps de revenir à une sérénité, de reprendre les enseignements que l'on avait évoqués à la fin du gouvernement Sarkozy, et de les mettre en pratique de façon très immédiate. Nous avons déjà perdu 2 ans et demi. Mais est-ce que vous considérez que le fait qu'on vous ait retiré vos fonctions, justement, pour des raisons qui sont éminemment politiques, a troublé la continuité du travail? Non, si vous voulez. Alors d'abord, je ne suis pas titulaire de ma charge, premier point. J'étais dans un emploi discrétionnaire, comme on dit, mais la technicité, je dirais, du service est largement reconnue. Et les mêmes fonctionnaires qui travaillent dans ce service ont fait dans la foulée de l'affaire Mera l'opération de Torcy, de Cannes, que l'on avait initiée avant. Là, ici même, 15 jours avant, le président de la République, M. Valls, M. Cazeneuve, félicitait les mêmes services avant la tuerie. Donc, si vous voulez, il y a une continuité technique, mais donnons des moyens aux services et vous trouverez des gens encore plus motivés. Alors justement, ce sont les grandes questions qui se posent parmi les remèdes qui sont posés par les uns et par les autres ce matin. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens? Est-ce qu'il faut qu'une loi encadre les interventions spéciales et discrètes des services spéciaux en France? Oui, je pense que pour la première fois, il faudra donner une loi cadre aux services de renseignement. Nous sommes un des seuls pays européens à ne pas en avoir. Deuxièmement, oui, il faut également y mettre des outils plus fins, pas du tout de Patriot Act, de loi d'exception ou autre. C'est simplement des mesures qui permettent d'amener la charge de la preuve qui va nourrir une procédure. Une pose de balise, c'est simple, mais aujourd'hui, on ne peut pas la faire. Sinon, c'est une violation de la vie privée. Le véhicule est considéré comme un domicile. Enfin, il y a des tas de juridiques. La récupération de données techniques sur des écoutes téléphoniques. Troisièmement, la sonorisation d'appartements pour savoir ce que les gens disent, puisqu'à l'extérieur, ils ne commettent aucun acte extérieur, laissant penser à un passage à l'acte. Deuxièmement, donc si on l'identifie comme cible, il faut que les services spéciaux puissent faire ce qu'ils veulent, en fait. Il faut aller à fond, il faut les purger. Ouais, avec l'appui du politique. Alors, c'est là où nous ne faisons pas ça sans contrôle, vous l'avez compris, et nous demandons l'examen a priori ou a posteriori du contrôle du Parlement. Est-ce que vous considérez que surveiller les imams, surveiller les prisons, faire des centres de rétention, comme le propose la droite aujourd'hui, spéciaux, pour les djihadistes, sont des bonnes choses? Ou c'est d'abord ça fait partie, je dirais, de la panoplie dans la chaîne opérationnelle pour savoir un petit peu ce qui a failli, car il y a une vie à l'intérieur de la prison, il y a une vie à l'extérieur de la prison. Nous intervenons avant, mais souvent nous retrouvons de multirécidivistes après. Il y a un cas, Safé Bourada, qui est repassé 3 fois à l'action. Donc effectivement, si on prend tous les anciens et on doit reprendre aussi les nouveaux, ça fait beaucoup d'objectifs. Bruno Le Maire, ce matin, dans les journaux, on parlait avec Guillaume Tabar du discours de François Hollande à Lima. Bruno Le Maire parle d'un changement d'alliance qui lui paraît nécessaire en matière de politique étrangère. Par exemple, François Fillon lui parle il faut se rapprocher de l'Iran et se rapprocher des Russes. Le Maire dit il y a un problème avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Laurent Fabius va aller au Maroc. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan diplomatique? Alors, il y a la diplomatie d'un côté et les services de l'autre. La diplomatie, il y a la diplomatie officielle, la diplomatie secrète. Les services peuvent avoir une coopération bilatérale ou multilatérale avec certains ou tous les pays.
et leurs services, de façon ouverte ou de façon occulte. Nous pouvons avoir une relation avec la Syrie qui est dotée de services très compétents et qui nous a permis, je dirais, d'éclairer notre lanterne sur le territoire national. Ce qui est un problème pour l'instant, parce qu'on n'a plus de relation avec eux. Ben oui, le Maroc soutient la Mauritanie derrière lui, qui est un État un peu plus faible, donc nous avons perdu de gros alliés. Les autres pays ont une baisse de régime dans la mesure où la révolte des printemps arabes a fusillé l'activité des services avec lesquels on travaillait. L'Algérie, la coopération est pleine, mais aujourd'hui, le péril ne vient pas de là. Et le Maroc? Le Maroc, tout est suspendu pour le moment. Tout est suspendu. Rappelez-vous, nous avions eu un attentat très important à Marrakech. Ouais. Une très bonne coopération. Le service avait été saisi en renseignement judiciaire, bien sûr. L'auteur a pu être arrêté grâce à une coopération internationale. Il faudrait que François Hollande aille au Maroc pour voir le roi. Je pense que c'est de ce niveau-là. Je crois qu'on a sous-estimé l'état de la crise. Et dernier point, Bernard Squarcini, qui est un point évidemment fondamental. Nous sommes effectivement en guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu le Mali et il y a les opérations militaires que vous connaissez. Et qui ont eu. Donc, est-ce qu'il n'est pas, du point de vue qui est le vôtre et d'ancien patron de la DCRI, logique qu'ils réagissent? Alors, la guerre en Afghanistan et la guerre au Mali, au Sahel, sont des guerres plus que légitimes, nécessaires et importantes. Nous devons aller chercher très loin ceux qui vont former les gens qui vont revenir commettre des attentats sur nos territoires. C'était là. Il n'y a plus de différence entre la menace externe et la menace interne. Donc, il est tout à fait logique que nous attendions un attentat. On savait qu'il devait y avoir un attentat, mais on ne savait pas quand et sous quelle forme. Il a été majeur. La Belgique a évité, vous l'avez vu, sur une opération de retour de djihadistes de zone syrienne, la même chose. Ça s'est fait également en pleine violence, mais ce sont les terroristes qui ont été tués. Il faut s'attendre, bien sûr, à une hausse et une récidive de toutes ces actions. Merci Bernard Squarcini. Je rappelle que vous avez été le patron de la DCRI et que vous connaissez évidemment fort bien tous ces problèmes qui bouleversent les Français.